Queridos, bom dia, boa tarde. Mais uma vez eu volto a vocês, mas essa vez vai ser só em francês, ok? Vocês me desculpam, eu vou ter que dialogar com meus conterrâneos do continente francofono, mas também a pedido das pesquisas, dos colegas, umas perguntas também que foram dadas. A gente tem que comunicar com o equipe dos pesquisadores, debates sobre a pesquisa, os desafios da pesquisa sobre o desenvolvimento de países em desenvolvimento, como o caso da África, e sobretudo nesses casos dramáticos de luta contra uma epidemia tão grave como o coronavírus. Então eu vou estar online com equipes de pesquisadores do continente africano. Então me desculpa, eu vou falar em francês com eles sobre essas coisas. Foi um pedido que não foi dado. A gente vai acompanhar as pessoas que nos acompanham, trabalham com o movimento migratório, a diáspora, e a gente trabalha também com esse desafio na área da pesquisa. Minha linha de pesquisa são movimentos migratórios, desigualdade e diferenças. A gente trabalha também nessa área em que a diferença na área de investimento em pesquisa faz que um país é mais vantajoso no caso, por exemplo, da luta contra uma pandemia tão grave como o coronavírus. Donc, mes chers frères et sœurs, je suis en direct de São Paulo. Je suis Moussa Diabaté, je suis pédagogue. J'ai ma licence en sciences de l'éducation, mes spécialisations en psychopédagogie, j'ai un master de recherche en éducation en histoire des cultures. Je suis bachelor en droit et doctorant et chercheur en éducation et sciences sociales dans le domaine des laboratoires de recherche des inégalités et les différences de l'Université de São Paulo au Brésil, en co-tutelle avec l'Université Trois-de-Rivières au Québec, au Canada. Donc, vu l'actualité que nous traversons, je vais échanger avec vous sur un thème d'actualité qui sont les enjeux, les enjeux de la recherche, sur le développement des pays et surtout sur la vie du citoyen et le développement des pays et surtout en particulier les pays en voie de développement. Nul n'est à l'écart de ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes dans un chaos mondial où nous sommes pris de main par un fléau mondial qui n'a épargné personne. Tant les pays en voie de développement que les pays développés, qu'on appelle les grandes puissances, comme l'exemple des États-Unis, comme les exemples d'un pays qui en développement comme la Chine, des grands pays comme l'Italie, des grands pays comme la France, les grands pays comme l'Iran en technologie, qui sont en train de faire des recherches énormes, qui sont en train de faire des découvertes énormes sur les armes nucléaires. Mes chers, ce qui est important à dire sur la recherche et la science, aujourd'hui, le monde, face à l'incertitude du coronavirus et à tous les dégâts que cela a fait, aujourd'hui, nous avons les dernières informations qu'à partir d'hier, nous avons 48 heures qu'au niveau de la Chine, le virus il n'y a pas été contaminé. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les premières personnes en contact et puis on a ce qu'on appelle les seconds contactés. C'est des gens internes, des contacts internes, et les premiers, c'est des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent des pays contaminés. Ok? Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a 48 heures qu'au niveau de la Chine, la contamination a cessé. Ok? On a cessé de contaminer. Wanda Temes Benson, Maria Benson, meu irmão, Deus te abençoe. Ok? Paz. Et qu'est-ce qui se passe? La contamination a cessé au niveau de la Chine. Et nous avons aussi des données scientifiques où nous avons au niveau des États-Unis un laboratoire américain en partenariat avec un laboratoire de recherche français
on fait des avancées énormes sur la recherche scientifique sur le coronavirus. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une recherche qui a utilisé des données antérieures à un nouveau projet de recherche sur le coronavirus. C'est un laboratoire qui a travaillé sur le paludisme. Ok? Et nous avons, avec tout ton orgueil d'être malien, je suis naturalisé brésilien, j'ai pris ma seconde nationalité tout de suite le 10 mars, mais avant tout je suis malien. Avec tout l'orgueil que j'ai de savoir qu'on a un professeur, on a un chercheur malien, on a un chercheur noir, le professeur Ogo Baradolo, qui malheureusement n'est plus avec nous, a fait un travail très bon. J'ai aussi des amis comme le docteur Daniel Yalkouye qui n'est plus, qui a aussi travaillé dans un laboratoire de recherche du paludisme. Il a même séjourné aux États-Unis dans un laboratoire comme ça. Donc ça c'est un ami, Daniel Yalkouye, c'est un ami, c'est un frère, c'est quelqu'un qui a aussi contribué dans le domaine de la recherche du paludisme au Mali. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que ce laboratoire de recherche sur le paludisme a, au travers de ses recherches scientifiques, des résultats de sa recherche scientifique, a pu émettre certaines données qui ont parallèlement été utilisées dans la lutte contre le coronavirus. Et ces vaccins, par exemple, antipalidiens, ces antibiotiques antipalidiens ont eu des effets positifs sur l'avancée de la recherche sur le coronavirus. Et là, nous allons voir un trait, une chose qui est très importante sur la recherche. On a la méthodologie de la recherche. On a, selon Bogman et Bicklin, qui ont écrit un livre très bon sur la recherche scientifique, la recherche qualitative de la recherche. Pour lui, l'environnement naturel comme source directe des données. Qu'est-ce que l'environnement naturel? L'environnement naturel, c'est l'espace où se fait la recherche. Selon Bogdan et Duclin, ils ont écrit en 1982 un revue sur la recherche quantitative et l'environnement des données naturelles. Qu'est-ce que l'environnement naturel? L'environnement naturel, c'est l'espace où se fait la recherche. Quel est cet espace que se fait la recherche? Quels sont les avantages de la recherche dans ce champ? Par exemple, les États-Unis. Les États-Unis est un pays développé où vous avez des investisseurs. Non seulement l'État finance la recherche, mais nous avons un espace politique, géopolitique favorable à la recherche où des entreprises, des particuliers, des laboratoires, par exemple pharmaceutiques, des agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs, des commerçants investissent dans la recherche académique et le résultat de cette recherche valorise leur activité. Par exemple, des gens dans une zone d'agriculture, les agriculteurs qui sont du secteur privé vont participer au financement des bourses d'études au niveau des étudiants qui sont sur la faculté, qui sont en train d'étudier dans un domaine qui est parallèle, qui va fournir des bénéfices à leur activité quotidienne. Et ces étudiants boursiers, probablement, auront aussi de la chance d'être les futurs employés de ces laboratoires qui ont financé la recherche. Les pharmacies, les laboratoires de pharmacie, la chimie, la physique, l'agriculture, l'éducation, tous ces domaines, quand vous voyez dans ces pays développés, il y a non seulement l'apport de l'État, mais aussi la majeure partie de ces recherches sont financées par des particuliers ou des privés. Et aussi, on a ce qu'on appelle l'investissement étranger. Il y a l'environnement naturel, qui est l'environnement local, qui va des politiques publiques locales. J'ai pris l'exemple des États-Unis. Ça peut être aussi j'ai pris un exemple d'un pays développé, les États-Unis. Et si tu prends un pays comparé cela à un pays en voie de développement, je vais prendre l'exemple de la Chine.
qu'est-ce qui s'est passé en Chine? La Chine a pu bloquer l'avancée du coronavirus. Et aujourd'hui, il y a des gens même qui ont été hospitalisés, qui ont été libérés, qui sont partis chez eux. Ils ont libéré des patients qui ne sont plus encore dans le domaine du risque. Ils ne peuvent pas contaminer aussi quelqu'un. L'hôpital où on a gardé, où les patients ont été accueillis en Chine, l'hôpital a été construit en une nuit. En une nuit, la technologie chinoise, les dispositions chinoises ne sont pas des rêves, c'est des fruits d'une contribution d'un projet scientifique. C'est des activités scientifiques, c'est de l'investissement dans le domaine de l'ingénierie, des constructions, qui ont été mis en appoint pour venir répondre à un problème d'hospitalisation. Où est-ce qu'on va mettre ces gens-là? Dans quel domaine il faut les mettre? Et cela a contribué non seulement à canaliser l'avancement du coronavirus, mais aussi à donner un espace pour les médecins, les spécialistes dans le domaine de la recherche, à appliquer les résultats qui sont en train d'être, les travaux de recherche qui sont en train de faire dans les laboratoires, d'être appliqués au niveau de cet hôpital. Et aujourd'hui, les résultats ont été très significatifs au point que la Chine a envoyé des médecins pour venir en secours à certains États, comme l'Italie, où on a des cas très très graves, encore un pays au chaos, et la Chine a offert ses expériences, son expertise au niveau de la recherche, de la science, mais aussi au niveau de résultats scientifiques pour les autres pays qui peuvent les appliquer de manière locale. Mes chers frères et sœurs, chers collègues, chers compatriotes, on ne peut pas aller à l'encontre du monde. La science, qu'on veut ou non, est un mécanisme humain qui va des données, des réalités posées par la société pour, à partir des questionnements, aller vers une recherche de solutions. Et ça, la recherche scientifique, elle a ce caractère de prévention parce qu'elle se fait avant, elle questionne le problème avant. Et au travers du questionnement, la science prépare et prévoit le futur. C'est ça qui fait l'avantage d'un pays en développement par rapport à un pays sous-développé. Le pays en développement garantit non seulement le présent, mais déjà dessine le futur des futures générations pour les donner un espace serein et sécurisé qui sont les garanties constitutionnelles d'un État démocratique et d'un État souverain. Garantir aux citoyens et aux générations une éducation, les droits fondamentaux, mais aussi les garantir un futur serein. Un futur serein n'est pas un futur parfait, n'est pas un futur sans preuve, sans maladie, sans pauvreté. Non, un futur serein, c'est un futur dans lequel le citoyen, face aux défis quotidiens, que ce soit dans le domaine de la santé, au niveau du coronavirus, que ce soit au niveau de l'analphabétisme ou de la pauvreté dans le domaine de l'éducation, ou que ce soit au niveau de la pauvreté dans le monde social, l'État prévoit dans ses politiques publiques des stratégies pour amoindrir les effets sociaux et géopolitiques
sur le citoyen lambda. Donc, mes frères, du pays développé, je peux me jeter dans un pays sous-développé. Je prendrai un exemple pratique, un pays d'application, par exemple le Mali, où je suis malien, ok? Je prendrai le Mali, où j'ai fait mes études. J'étais enseignant public. J'ai été formé à l'Institut de formation des maîtres de Sévaré. J'ai été professeur. J'ai fait mon stage d'initiation à Sévaré. Après, j'ai été professeur à Nara, professeur d'enseignement fondamental. Après, j'étais maître du second cycle à Nara et à Dili. Et après, je suis allé à Bamako, où j'ai été aussi enseignant dans le privé comme dans le particulier. J'étais professeur au Collège Horizon, au Collège Turc Horizon. J'ai été professeur au niveau de la commune 4, de la commune 5 de Bamako. Et j'ai grandi au nord du Mali. J'ai fait mon école fondamentale à Inekar, dans la vallée d'Inekar, au milieu du désert. J'ai fait mon second cycle à Menaka, en son temps cercle de Menaka aujourd'hui région. J'ai fait le lycée, mon collège, au lycée Askia Mohamed de Bamako. Après, au lycée Ba Aminata Diallo, où je salue mes conterrains, mes collègues comme Fatim Ndiaye, qui m'a demandé, qui m'a défié à parler, à faire ces vidéos en français. Donc, c'est ça, c'est mon parcours au Mali. Donc, je suis quelqu'un du terrain. Je suis quelqu'un de la base. Donc, pour moi, c'est un environnement que je peux parler. Je peux parler comme enseignant. Je peux parler comme chercheur. J'ai fait mon stage. J'ai donné des cours au niveau de l'Institut de Torokorobougou, des préscolaires. Donc, je peux entendre, non seulement comme sur le banc, mais qu'un professeur qui accompagne la formation des enseignants, mais aussi comme professeur, j'ai fait la faculté des lettres, arts et sciences humaines, j'ai fait les sciences d'éducation. Après, j'étais à l'école normale supérieure de Bamako, au département philo-psychopéda, où je suis spécialisé en psychopédagogie. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le système d'enseignement, le système éducatif malien me donne, au travers de mon parcours, à entendre et interpréter ce phénomène de recherche aujourd'hui comme chercheur de la diaspora. Je suis au Brésil, je suis chercheur, mais tous les gens qui m'accompagnent, tous mes travaux de recherche partent sur des faits réels, des faits pratiques. Okay? Où je travaille sur les langues nationales. J'ai travaillé sur l'enseignement des langues maternelles. Aujourd'hui, ça s'applique au Brésil, au nord de Minas, entre le portugais et les langues indiennes, les langues locales. Au niveau de ma recherche, je travaille sur la migration Brésil et Canada, parce que plusieurs immigrants qui arrivent ici continuent. Donc, je suis lié à la réalité. Ce n'est pas parce que je suis chercheur, je suis dans un monde développé, que je dois être loin de mes réalités. Ça, c'est une caractéristique d'un chercheur. Le chercheur est toujours lié à ses fontes de recherche. Un chercheur est caractérisé par non seulement la méthodologie, mais aussi la théorie. D'où est-ce qu'il prend la doctrine? La doctrine de la recherche. Ma doctrine de la recherche, aujourd'hui, je travaille sur les phénomènes de perception de Merleau-Ponty. Il est psychologue. Sur la phénoménologie de la perception. Percevoir moi et l'autre. Et toi et l'autre. Mon langage, mon interprétation peut fuir certaines données, mais aussi j'accepte entendre les inégalités et les différences dans ce domaine. C'est le cas particulier, personnel. La recherche va sur des données. Les données scientifiques sont des expériences personnelles. Ok? Ils peuvent se discuter. Ça fait aussi l'avantage de la recherche. La recherche, c'est un débat. C'est un débat démocratique. Donc encore, je reviens. Je dis que je prends le cas du Mali. Au niveau de l'ajustement structurel au Mali, on a créé à partir de 2005, non, à partir de l'an 2002, avec le président Alpha Omar Konaré. Le président Omar Konaré est venu avec l'ajustement structurel
avec l'ex-ministre de l'Éducation, Mohamed Lamine Traoré. Ceux-ci ont créé, ont valorisé une politique d'éducation à tous, avec une particularité, la formation des enseignants de qualité, par la construction des IFM. Leur politique, chaque cercle est un IFM. Ils ont fait des normes sanitaires. J'ai été fruit de cela. J'ai été formé dans un institut de formation où je suis tout orgueilleux. Mon professeur, mon directeur d'école, le professeur Kona, de Bougouni. J'ai mon professeur, éminent professeur, Omotimbe, qui n'est plus. Il est mort. Un Dogon a fait de moi un chercheur. Et ces valeurs que j'amène aujourd'hui, je les ai pris là-bas. J'ai été endoctriné à l'Institut de formation des maîtres. Là, j'ai écrit à la science. Là, j'ai cru aux effets de la science. Là, j'ai cru à l'intérêt, à la valorisation de l'enseignant. Là, j'ai cru à l'enseignant comme non seulement un professionnel, mais à l'enseignant comme un vocationné. L'enseignant professionnel et l'enseignant vocationné sont différents. L'enseignant professionnel, il va sur les intérêts, sur la mécanisation, sur le capitalisme éducatif. Et l'enseignement vocationné, c'est le doctrinat. C'est la personne qui va par passion à la profession enseignant. Donc, on a aussi la doctrine, mais aussi on a la vocation qui passionne l'enseignant à sa profession, à l'amour des enfants, à ce qu'il fait, à ce qu'il enseigne, sachant qu'il a la lourde responsabilité, non seulement d'être devant un public, mais aussi de préparer les cerveaux des futures générations. Voilà pourquoi Sigmund Freud, sur la pédagogie, la psychologie, l'enfant, Sigmund Freud dit, donnez-moi l'enfant à l'état brut, donnez-moi l'enfant à la naissance, et je ferai de lui ce que je veux. Si je veux faire de lui un bandit, je ferai de lui un bandit. Si je fais de un médecin, je ferai de lui un médecin. Si je fais de faire un politique, je ferai de lui un politicien. Si je veux faire de lui un bonarien, il serait un bonarien. La capacité, la magie de l'enseignant. Donc c'est là, à l'Institut de formation des maîtres de Sévaré, que j'étais endoctriné. Et aujourd'hui, je suis très orgueilleux. Si j'avais la chance de choisir encore ma profession, je serais aussi enseignant. Et aujourd'hui, chercheur encore, où je travaille sur la formation des professeurs. À la sortie de l'Institut de formation des maîtres, sur le champ, j'ai appliqué. Il y a des choses qui ont donné, il y a des choses qui n'ont pas donné. Ça, c'est aussi des réalités de la recherche. Une des caractéristiques de la recherche, c'est la sensibilité, la flexibilité du chercheur. De l'application à partir de son milieu d'application de la recherche. Les réalités sont sociologiques, elles sont géopolitiques, elles sont économiques. Les trois font que le chercheur arrive ou non à appliquer ces réalités. L'éducation n'est pas un fruit, n'est pas un matériel, n'est pas un mécanisme de l'école. L'éducation, elle est politique. Chaque pays, chaque État dépendant a sa politique d'éducation. Elle a sa géographie, sa réalité sociale, mais aussi, elle a aussi son projet économique pour financer, pour supporter ses projets scientifiques et ce projet éducatif. C'est ça qui a été au cas en 2002, avec Alpha Omar Konaré en 2000-2002. Qu'est-ce qu'Alpha Omar Konaré a fait? Non. Chaque école, chaque cercle, une institut de formation des maîtres. Et il y avait des bourses. Mais la question que je vous pose, moi je loue Dieu, je suis très reconnaissant à l'État malien de me former comme enseignant. Parce que sans la bourse, moi je ne serais pas là où je suis aujourd'hui, je ne serais pas chercheur en Amérique latine, au Brésil, je ne serais pas ici. Mais là, à Sévaré, j'ai gagné la bourse intégrale.
mes études ont été financées. Je recevais la formation de qualité. Je croyais à tout ce que je reçus comme doctrine. Et cela m'a donné des conditions sociales pour aller servir mon pays à la frontière du Mali et de la Mauritanie, où j'ai servi comme professeur de l'enseignement public. Je me rappelle, par émergence, je suis allé servir à Dili. Il y avait un problème où on a nommé le professeur chargé de cours un professeur chargé de cours de lettres, histoire et géographie de Dili a été nommé à l'institut de formation de Nara. Il fallait le substituer. Et moi, j'étais célibataire en son temps, donc on m'envoyait là-bas. J'étais sur le terrain, c'était difficile pour moi. Parce que c'est un milieu que je ne connais pas. C'est un milieu, une culture que je n'ai jamais été à Dili. Et j'ai accepté par patriotisme et par passion à mon travail d'aller à Dili. J'ai eu des résultats. Après Dili, je suis allé à Bamako pour continuer comme professeur professionnel au niveau de la faculté des lettres, sciences humaines, langues et sciences humaines. Donc, je suis reconnaissant que sans les conditions financières, la recherche ne va pas. Ou sais-je, le chercheur ne vit pas d'illusions, il vit des faits pratiques. Aux États-Unis, le laboratoire qui a eu le médicament, le supposé médicament contre le coronavirus, ce n'est pas un laboratoire où il y a des dormeurs. C'est des gens qui travaillent 24 sur 24. Ils sont salariés. Ils ont des matériels de pointe, des matériels de qualité de travail de recherche. Ils ont un environnement politique, géopolitique sécurisé. Ils ont les conditions futures en main. Ils ont les données scientifiques, les relations avec les autres laboratoires de recherche du monde qui travaillent dans les domaines, qui les amènent à anticiper les actualités pour pouvoir croiser les données. Ils ont ce qu'on appelle les corrélations internationales au niveau de la recherche. Ça a un prix. Il faut voyager, il faut payer les billets, il faut faire des études, il faut investir dans des bourses d'études, dans des bourses de recherche pour entrer dans des résultats comme ça. Mais maintenant, la question que je me pose aujourd'hui, dans quel miracle moi j'ai été formé? Où est-ce que le gouvernement malien tirait cet argent-là pour financer les IFM? Parce qu'on est au niveau des IFM, moi j'ai fait le nouveau bac. Au niveau des IFM, tous les étudiants sont boursiers. Tu passes à l'IFM, tu as la bourse. Tu redoubles, tu as la demi-bourse. Ok? Mais maintenant, la question que je me suis posée, quelle est la magie qui se passe? D'où est-ce que le Malien, le chercheur africain, le chercheur étudiant, qui est à la faculté, qui est dans les universités, d'où est-ce qu'il tirait ces données? D'où est-ce que le gouvernement finançait sa recherche? La seule recherche qu'on a, c'est que les financements venaient de l'étranger. Au niveau du Mali, comme j'étais au niveau de l'éducation, on avait des conventions internationales. Au niveau des projets éducatifs, au niveau de l'ajustement structurel, les projets éducatifs, au travers des politiques géopolitiques, des intérêts politiques, il y avait des pays étrangers qui finançaient. Par exemple, on parlait de la pédagogie convergente, la passerelle. Elles sont financées par l'État du Norvège. Il y a aussi les Belges qui finançaient la pédagogie convergente. Pourquoi? Parce que le laboratoire de recherche en pédagogie convergente, l'initiative est née en Belgique. Donc la Belgique a expérimenté au niveau du laboratoire de recherche d'audiovisuel de Bruxelles, où ils ont financé des recherches sur la pédagogie inclusive, on appelle aujourd'hui l'éducation spéciale, ou si vous voulez, le bilinguisme sur le jargon français. Le laboratoire est parti de Bruxelles, le centre d'études audiovisuelles. Au travers de la recherche, ils ont pu amener, dans la coopération internationale, ils ont amené ça au niveau des pays sous-développés. Et cela a été appliqué au Mali. Et ça a été financé par eux. Mais maintenant, avec ce financement, les États africains, et en particulier les États maliens, ont pris ces ressources-là, et les ressources, selon la Banque mondiale et la FMI,
les fonds monétaires internationaux, ces financements doivent aller dans le cadre d'investissement de l'enseignement ou de la formation des enseignants. Et c'est là qui fait que vous allez voir que dans les instituts de formation des maîtres, tous les étudiants sont boursiers. Et vous partez au niveau de l'université. En notre temps, il y avait une seule université à Bamako, l'université publique. Et à l'université publique, il n'y avait pas de bourse. Il y avait deux ou trois, pourquoi? Parce que si vous prenez des enfants, un effectif de 50 000 étudiants, si vous avez 5 000 bourses, pour moi, ça c'est n'importe quoi. Ça ne va pas. On est au suicide. Un pays comme ça ne peut pas garantir le basique, le minimum pour le citoyen lambda, ni de son présent, ni de son futur. Pourquoi? Si ces coopérations ne venaient pas, si ces États internationaux ne finissaient pas dans la recherche scientifique, qu'est-ce que ça allait se passer? Les États n'auront pas les conditions nécessaires de respecter sa propre constitution. Et si un État, si un gouvernement n'arrive pas à vivre sa constitution, il devient illégitime. Et cela va amener quoi? À des golpes, à des coups d'État, à des abandons de postes, au manque de maîtrise du gouvernant, de l'exécutif, de la population, du citoyen. Le citoyen ne peut pas se soumettre à un État qui n'arrive pas, basiquement, à soutenir sa constitution. Et là, ça mène à l'incivisme citoyen. À la rébellion, ce qui a mené la rébellion en 1992, où des citoyens, comme dans certains pays où il y a des mouvements, des révoltes syndicales, des enseignants, des professionnels qui n'ont pas le minimum basique pour exercer sa profession. Ça peut s'arriver, ce qui se passe aujourd'hui au Mali. Moi, je suis ici au Brésil, j'accompagne le Mali. Le syndicat, l'école malienne est fermée combien de mois? Les écoles sont fermées parce que les enseignants n'ont pas les conditions. On ne valorise pas la science. On ne valorise pas l'éducation. On met des gens sur une machine, on leur demande faites mourir la machine. La machine ne roule pas seule. Il y a ce qu'on appelle une machine à 4 temps. C'est une loi physique. C'est une loi physique. Pour que la voiture marche, il faut mettre du carburant. Sinon, les mécanismes, les 4 temps ne fonctionnent pas. Et la recherche, elle est indispensable. Non seulement pour garantir répondre aux questions posées par les citoyens, comme je vous l'ai dit, quelle était, selon Godwin et Bicklin en 1982, la recherche qualitative va de l'environnement naturel. Elle va des questions que le citoyen se pose. Et ces questions sont prises par le chercheur, examinées pour pouvoir répondre. La dynamique de répondre aux questions sociales posées, c'est ça qu'on appelle le projet de recherche. Les fruits de cela sont quoi? La science. C'est ça que vous aimez. La science n'est quoi? Que le résultat de l'exercice des chercheurs à pouvoir répondre aux questions posées par un citoyen lambda ou une société donnée. Et la réponse trouvée, appliquée, c'est ce qui s'appelle la science. Elle peut être dans le domaine de l'éducation. On a les sciences de l'éducation. Ça peut être dans le monde de la santé. On appelle les sciences santé, la médecine, la biologie, la physique, la chimie. Ok? Ça peut être dans le monde de l'élevage. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si vous voyez seulement au travers du Mali, je parle pas j'ai pris l'exemple du Mali parce que chez moi c'est le Mali, mais tu peux prendre le cas du Sénégal, tu peux prendre le cas du Niger, tu peux prendre le cas du Burkina Faso. Ces pays-là, comme que vous voulez qu'on soit développé ou qu'on sort du sous-développement, par exemple, on a le coronavirus, je ne vais pas toucher le coronavirus, je parle du paludisme. Le paludisme tue au quotidien plus que le coronavirus. Le paludisme tue combien de personnes par jour? Le paludisme. Combien de personnes sont mortes par jour sur le continent africain par le paludisme? Je vais juste chercher ici les données exactes. Combien
Combien de personnes sont mortes du coronavirus sur le continent africain? Et combien de personnes sont mortes du paludisme sur le continent africain? Vous allez voir qu'on n'a pas besoin de coronavirus pour penser à la science. La science devait se penser avant. Je vais juste voir combien de personnes meurent de paludisme. Paludisme en Afrique. En Afrique. En 2017, écoutez bien, en 2017, il y a 219 millions de cas ont été recensés par l'OMS. Tandis que le paludisme a causé la mort de 435 000 personnes cette année. L'Afrique, ça c'est en 2018, c'est trop. 435 000 personnes sont mortes sur le continent africain du paludisme. 435 000 personnes. Ça là, si vous mettez tout le coronavirus, ce qu'il a tiré en Chine, au Brésil, en Italie, ça ne va pas arriver à 435 000 personnes. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en Afrique, au niveau de la recherche, dans les pays là, pour attendre le paludisme? Aujourd'hui, les Américains ont commencé à prendre le médicament du paludisme. Les recherches qu'ils sont en train de mener jusqu'à présent sur le paludisme, ils ont pu utiliser cela pour arrêter le coronavirus. Et nous, on est en 2017, 335 000 cas de personnes qui sont mortes sur le continent. Après 2017, 18, 19. On n'a pas les données de 2019. 435 000 morts. Ça, c'est les données de la science. Qu'est-ce que la science est en train de faire? Véronique Castro, Pais, Véronica. On ne peut pas arrêter, on ne peut pas fuir les réalités. Sans la science, nous sommes dans un futur incertain. Encore, je reviens. Quelle est la solution que je peux apporter pour les pays en voie de développement? Quelle est la solution que ces pays développés ont eu par rapport à la science? Comme que les États-Unis fonctionnent. Comment est-ce que l'Europe fonctionne? Comment est-ce que ces pays-là arrivent à résoudre leurs problèmes? À résoudre seulement, avoir non seulement la solution à éradiquer ces maladies-là qui continuent à nous causer des maux de tête en Afrique. Ils ont résolu les problèmes. Ils ont résolu ces problèmes-là ici, mais aussi ils ont garanti un futur meilleur pour leurs citoyens. Comment ils font? Premier, il faut qu'on tire de nos têtes que l'État est obligé de financer la science. Ça, c'est pas normal. C'est ça que la Constitution demande. Quand chaque pays souverain indépendant qui souscrit aux accords internationaux, dans sa Constitution garantit le basique à chaque citoyen. L'éducation, la recherche et la science sont garantis par la Constitution. Mais, dans la pratique, le financement ne doit pas seulement venir de l'État. Il faut qu'on ait une politique inclusive au niveau de la recherche et de la science, surtout dans les pays développés. Par exemple, je prends le Mali. Au niveau du Mali, j'ai été formé à Sévaré. Moi, je suis du nord du Mali. Au nord du Mali, on n'a pas des usines. Si je demande qu'à Menaka, où je suis né, à Menaka, on n'a pas d'usine. On n'a pas le fleuve. Pour me dire qu'on va faire la pêche, les gens vont faire de pêche. Il ne pleut pas. Il pleut une fois ou deux fois par an. On ne peut pas demander aux gens, bon, vous allez cultiver, au niveau de la culture, vous allez financer la science. Ça, c'est difficile. C'est difficile. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre des pays, par exemple, Sikasso, des régions, Sikasso qui ont des potentiels. La région de Sikasso, on a la CMDT de Sikasso. On a le coton. Le Mali est un des premiers pays producteurs du coton dans le monde. On a le Mali, jusqu'en temps, est le troisième pays producteur de l'or dans le monde.
Si on prend la région de Sikasso et la région de Caille, on a les deux, on va prendre la deuxième puissance, le deuxième producteur mondial de l'or dans le monde. Ces usines-là, ces industries, doivent dans leurs projets, dans les accords bilatéraux qu'on a signés avec ces États-là, ou ces industries particulières, ces privés doivent investir dans la recherche. Sinon, dans la recherche locale, toutes les écoles, tous les projets de recherche à Sikasso et à Caille ont les conditions de recevoir des bénéfices dans la recherche de ces institutions-là. Mopti, c'est un pays de pêche, c'est une région de pêche. On fait la pêche, on a le fleuve, on a l'artisanat, on a le tourisme au pays d'Ogon. C'est des structures qui doivent être libérées pour le particulier. On ne doit pas, et ces choses ne doivent pas rester dans la main de l'État. On doit les décentraliser. On sait qu'on appelle l'ajustement structurel. Ces choses, on doit les donner à des privés. Des privés qui vont non seulement créer des emplois, au travers de l'emploi, le citoyen aura le minimum basique pour s'auto-garantir, créer de l'emploi pour les jeunes qui se forment, mais aussi financer la recherche dans ces pays-là, dans ces régions-là, sur la pêche. On n'a pas dit, on a une université sur la pêche? Non. On doit travailler sur ça. Il y a une université sur l'artisanat. L'Institut national des arts, c'est ce que je connaissais à Bamako. Ça aussi, je ne sais pas si ça fonctionne ou ça ne fonctionnait pas. Le tourisme, ce n'est pas la saison des touristes. Où un guide se va, on a un guide Guinea Dogon, on a un guide, je ne sais pas. Non, non, non. Ça doit être quelque chose qui va sur des données concrètes. Il faut investir dans la recherche. Nous devons investir. Nous devons investir dans la recherche scientifique. Et ces États, ces régions, chacun au travers de sa particularité, je dis ici selon les théories que j'ai prises, selon Doglan et Biclen, qui parlaient sur la recherche qualitative. Pour eux, l'environnement de recherche est très primordial. Qu'est-ce qui se passe? On doit aller des faits concrets, des faits réels sociaux. Un lieu où il y a la pêche, on doit créer des structures de recherche qui vont accompagner la pratique quotidienne du citoyen et le développement social de cette communauté. Si tu vas à Menaka, tu vas créer quelque chose sur la pêche, ça ne va pas donner parce qu'on n'a pas de fleuve. Mais Mopti, on a un fleuve. Koulikoro, il y a le fleuve. Il y a la pratique de la vente du sable. Un exemple. Un exemple. Un autre point que je veux toucher, c'est la diaspora. Je travaille sur l'immigration, sur la diaspora. Diaspora, c'est l'Afrique, le continent africain. On dit que la diaspora, selon les données que nous avons, le langage que nous avons historique maintenant, c'est le 6e continent. Parce qu'aujourd'hui, la diaspora en elle-même, les gens qui sont hors de l'Afrique, en eux seuls, peuvent constituer un continent. Si vous prenez la France, j'étais en Europe, j'étais en France en vacances, tu vas dans un certain coin, tu vas dire que tu es à Koulikoro. J'étais à Marseille, tu vas dire que tu étais quelque part. Tu vas à l'immigration, les Soninké, le taxi qui m'a pris, c'est Sarakoulé, c'est un cousin. On a parlé, mais c'est Soninké. Ok? Donc, c'est des communautés qui sont très, très actives financièrement. Tu vois, ils investissent dans des pays, mais aussi, ils travaillent ici, à l'extérieur. Et tout ce qu'ils trouvent, ils investissent ils investissent au pays. Donc, nous devons travailler beaucoup sur des partenariats, l'investissement local, l'investissement privé, mais aussi avoir des relations sur les investissements étrangers. Qu'est-ce que l'investissement étranger? Moi, je travaille dans un laboratoire de recherche dans notre université ici. Ici, à l'université de USP de São Paulo, on a été collaboré avec l'université des États-Unis qui a eu le vaccin sur le coronavirus. Mais parallèlement, notre laboratoire de recherche ici a créé, on a des données
on a un laboratoire de recherche qui finance pour 10 ans FAPESPI, qui est un fonds de pesquise sur l'enseignement, qui reçoit des bénéfices, et au travers de cela, ils investissent dans des bourses d'études de chercheurs. Et au travers de ce laboratoire, on est en train de développer, qu'est-ce qui est en train de se développer? On est en train de développer des mécanismes pour créer des anticorps. Les anticorps sont des mécanismes de défense où le virus n'attaque pas déjà. Ce n'est pas préventif, mais immuniser déjà le corps de la personne. Là-bas, au Canada, ils sont en train de travailler sur des domaines pour guérir. Mais nous travaillons déjà sur des données pour immuniser le corps. Ça, ce sont des données scientifiques. Et déjà, chez nous, ici au Brésil, aujourd'hui, on a un cas de coronavirus guéri. On a un cas qui a été guéri. Et les gens ont pris quoi? Des précautions sanitaires, émergentielles. Comme je vous l'ai dit, il y a des activités politiques. Il faut une politique pour la recherche. Les laboratoires de recherche sont en train de travailler, ils sont en train de financer les laboratoires de recherche. L'application des résultats, c'est où? C'est à l'hôpital, c'est avec le médecin, c'est avec les patients. Mais le médecin ne va pas rentrer faire la magie. La science, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas du fanatisme. La science, elle est concrète, elle est exacte. Ok? Elle est exacte. Tu prends un patient, il a des mots, il a des symptômes, tu pars à perte de symptômes, tu vas à une interprétation, tu vas au diagnostic et tu appliques le traitement. Et le traitement appliqué vient des résultats de la science. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai dit? Au niveau du Mali, on doit travailler sur la recherche et la science. Tu vas voir que c'est non seulement le Mali, mais les pays en développement, en sous-développement. Les pays sous-développés, c'est un pléonasme, ou les pays en développement, doivent investir au niveau de la recherche. La recherche, elle est capitale. Elle est capitale pour la souveraineté des États. Comme je vous l'ai dit, un pays qui n'investit pas de la recherche, qu'est-ce qui peut arriver? Le gouvernant, l'exécutif peut perdre. Et même le législatif, il peut perdre. Parce que le législatif, il est élu par le citoyen lambda. Le citoyen lambda élit le législatif pour que celui-là puisse homologuer les lois. Les lois qui sont au bénéfice du citoyen. Et quelles sont ces lois? Ces lois sont en accord avec la constitution du pays. Et les lois basiques, les lois fondamentaux, c'est garantir à ces citoyens une sécurité minimum. La santé, l'éducation, l'habitat et la sécurité. Et si cela n'est pas, l'État ou le gouvernement devient inefficace, il devient inconstitutionnel. Donc si nous voyons au niveau de la recherche scientifique, on va dire que nos États, la question que je me pose, sont-ils constitutionnels? C'est une question qu'on doit se poser. Est-ce que nos États sont constitutionnels? Ok. Pourquoi nos États ne sont pas constitutionnels? Au niveau du financement, ils ne le sont pas. Parce qu'aucun État arrive, même aux États-Unis. Les États-Unis, qui sont la première puissance du monde, à elles seules ne financent pas la recherche. Ils sont obligés, l'État, avec les particuliers, les entreprises, le privé, et aussi les financements extérieurs. Et vous allez voir que nos pays africains, voilà pourquoi nos indépendances sont englouties. Nos gouvernants ne sont pas autonomes. Pourquoi? Vous allez voir même le financement que l'État fait là. L'État n'a rien à son budget. J'ai 500 millions de budget que je donne à l'éducation. Non, il ne donne rien à l'éducation. C'est le partenariat qui est venu, le financier qui est venu, il alloue. J'ai investi 500 ans. C'est dans ton gouvernement, c'est un contrat, c'est un partenariat que tu avais fait, des accords que tu as eu dans ton gouvernement. Mais ça a été financé de la FMI, de la Banque mondiale. La FMI et la Banque mondiale, c'est des dettes. Les dettes sont payées par qui? Par l'État. L'État, c'est qui? C'est le citoyen lambda. C'est ça qu'on doit comprendre. C'est ça qu'on doit comprendre. Donc on doit arrêter de se berner. Et maintenant, on amène tout acteur politique, économique du pays à la table de négociation pour élaborer une participation de tous à la recherche dans nos pays, dans nos pays et nos États. Les enjeux de cela seront tant importants que nous aurons notre autonomie, notre vraie indépendance. Tant que cela n'est pas, nous ne pouvons pas parler d'indépendance, nous ne pouvons pas parler de développement. Le jour
où nous aurons sur la table nos États. Quand je parle de l'État, je parle de l'exécutif. Je parle du législatif. Mais aussi, je parle du judiciaire. Il faut qu'on ait une justice autonome, une justice transparente, qui peut garantir l'application des lois. Si un pays, ou si dans le contrat, les accords ont été définis, le financement de la recherche, premier point, toute entreprise, tout particulier, en fonction de ton domaine d'action, tu dois collaborer à la recherche et les résultats de cette recherche doivent bénéficier à ton entreprise. C'est un accord. C'est des accords signés comme Cabo. Maintenant, celui qui ne fait pas cela est criminalisé. Il doit répondre devant les juridictions compétentes et en accord au droit pénal du pays en action sur le droit criminel, cette personne a pu ou non payer les frais. Et là, on va valoriser la recherche. Les pays vont se autonomes. Les pays vont se développer. Vous pensez qu'aujourd'hui, avec l'histoire du coronavirus, vous savez, l'Italie a le temps de penser à l'Afrique? Non. L'Italie seulement va penser à l'Afrique le jour où elle arrive à trouver les solutions dans son propre pays. Personne n'est en train de penser à l'Afrique pour le moment. Les Américains, ils ont fermé premier les frontières. Ici, chez nous, au Brésil, grâce à Dieu, on a fermé les portes. Tout le monde est cloîtré chez lui. Les gens ont respecté le protocole. Je sais qu'en Afrique, on ne peut pas faire, les gens ne vont respecter aucun protocole, parce que les gens, s'ils restent chez eux, ils vont mourir de faim. Mais ici, tout le monde reste. Si tu sors, il y a des pays là, en Afrique, en Europe, où il y a des amendes. Il y a des États même qui sont en train de, la Chine, en train de monitorer les citoyens par le téléphone. Si tu sors, tu dois payer, on doit te vérifier, on monitore les gens pour savoir où est-ce que tu vas, ce que tu fais. Tu ne dois pas sortir pour ne pas contaminer. Ici, l'alcool, ça c'est l'alcool, c'est 5 degrés. C'est chez moi ici. Tout le monde est obligé de rester chez lui. Tu utilises l'alcool, tu laves tes mains tous les 4 heures. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas sortir pour faire du mal, on ne peut pas contaminer quelqu'un, on ne sait pas qui est contaminé. Les universités, les domaines de la science, les universités continuent, la recherche continue, mais comment? De manière technologique. Les médias. Aujourd'hui, toutes les universités ont arrêté les cours présentiels, tous les cours sont en ligne. Les étudiants reçoivent le matériel didactique, ils accompagnent les thèses, les soutenances de thèses et de doctorat, les encadrements à la recherche, tout se fait en ligne. Tout se fait en ligne. On n'a pas besoin de dire chez toi, je suis chez moi, ça c'est chez moi ici, je suis ici dans mon salon, et d'ici je continue, je travaille. On ne peut pas rester, c'est comme ça c'est la science, ça c'est les effets de la science. Mais pour que cela arrive là, il faut une volonté politique. Il faut un investissement de la recherche et de la science. Ça sont nos réalités, ça c'est les faits réels qu'il faut admettre. Ça sont les faits réels qu'il faut admettre. Donc, encore une fois de plus, la question que je me pose, peut-on parler d'indépendance de nos pays? Peut-on parler de développement au moment où le seul bénéfice, le seul intérêt, le seul financier, la seule source de finance aujourd'hui qui donne un peu de survie, parce que ça je ne parle pas de ça de la vie, un peu de survie, parce que ce n'est pas la vie. Moi, je me rappelle, à l'université de Bamako, moi, j'ai passé un moment sur la colline. J'étais resté 1 mois ou 2 mois comme ça sur la colline. En ce moment, je faisais des cours d'informatique. Mais c'est inhumain. C'est inhumain. C'est inhumain. Je connais des étudiants qui marchaient de Badlabougou jusqu'à la Flash à pied. Il y a des étudiants qui quittent l'école de médecine à la colline pour aller à la FAST à pied. Les gens quittent à la FAST, parce qu'aujourd'hui, la Flash, je crois qu'elle a quitté l'INSIP. En ce moment, notre temps, la Flash était à l'INSIP. Toute la Flash, là, tout est à l'INSIP. En haut, il y a que la FAST et l'IG. Le FJP était à l'ENA. Quand j'étais au lycée Askia Mohamed et le lycée Bamnata Diallo, le FJP était à l'ENA. L'ENA n'était pas à l'ENSI, elle était sur la colline de Badlabougou, à côté de l'UPR, à côté de lycée Askia Mohamed, annexe. Donc, des étudiants, je connais des étudiants qui quittaient
l'ENA, l'ENA centrale, il marchait à pied jusque sur la colline. Et toi, tu veux que quelqu'un comme ça là arrive à la colline, qu'il ait le temps de penser? Il n'a même pas ce qu'il va manger. Ça, on ne va pas parler de l'abandon, des abandons. Les enjeux de non-financement de la recherche. Je ne vais pas parler de combien de personnes abandonnées. Je donne l'exemple de moi. Nous, on est resté, ma promotion qui a quitté l'EDF, qui sont arrivés de mon village, combien d'eux sont arrivés au doctorat, à l'enseignement supérieur? Combien d'eux? Il y a des génies qui ont été formés. Il y a des génies qui sont arrivés à l'université. Mais, indépendamment des réalités individuelles, moi je crois qu'aujourd'hui, l'État est en train de perdre, parce qu'il perd de génies sur le chemin. Des personnes vocationnées, des vrais chercheurs, des potentiels énormes, sont en train d'être assassinés. Pourquoi? Par manque de soutien. Parce que la science ne peut pas se faire aléatoirement. Elle ne peut pas se faire du néant. Non, elle va du concret. Le premier concret, c'est quoi? C'est les ressources humaines. Le second point, c'est les finances. L'homme pense dans un environnement sécurisé. Qu'est-ce qui donne la sécurité à l'environnement du chercheur? C'est le financement de sa recherche, où il doit appliquer ses idées. Quel est le bénéfice de tout cela? C'est la société qui va absorber les résultats et les fruits de ce travail scientifique. Et je me rappelle, beaucoup d'étudiants ont abandonné parce que tu arrives à Bamako, par exemple, aujourd'hui, il y a ce que j'ai appris, il paraît qu'il y a un lycée à Ségou, je ne sais pas si c'est vrai ou non, public. Mais en notre temps, le seul université publique au Mali était à Bamako. Le seul université publique. Donc tout le monde est obligé de vivre à Bamako. Et les gens n'avaient pas de contact. Aujourd'hui, Bamako, c'est bon. Avec les mouvements, il y avait beaucoup de gens. En notre temps, moi je suis arrivé à Bamako en 1994. En 1994, à Bamako, tu vas voir qu'il y avait que 2 ou 3 familles du nord, de Menaka que je connais. Et ces familles sont surpeuplées. Et les gens ne vont pas, les gens arrivaient comme ça, c'est dans une situation désinhumaine. Et les gens, moralement, c'est des gens qui ne sont pas préparés pour cela. C'est des gens qui ont été créés dans d'autres conditions. Ils arrivent, ils découvrent le contraire. Et ces personnes abandonnent et retournent plus chemin. Ils retournent et restent chez eux. Et aujourd'hui, ces éléments, ces personnes, beaucoup d'entre eux ont été des objets, ont été utilisés, ont en train d'être utilisés par les groupes terroristes, les mouvements terroristes. C'est ce que j'ai dit, ça c'est les conséquences des manques de politique publique, des manques de financement, des manques d'investissement dans la formation du citoyen lambda. Si tu ne prépares pas ton citoyen, il va virer quoi? Il va virer rebelle contre le peuple d'État. Ça c'est le risque qu'un État court, de non financer, de non investir dans la formation de son citoyen. Si le citoyen n'est pas bien formé, il devient rebelle pour la propre constitution. Il devient aigri, il devient contre, il devient un ennemi de son propre État. C'est ce qui est en train de se faire au Mali. C'est ce que c'est en train de faire au Mali. Ok? C'est ça la réalité. Tout cela, on est arrivé, après on est parti, on a fait l'intégration, je ne sais pas quoi. On a intégré tous les gens qui ont... Parce que c'est le gars qui a eu le nouveau d'arriver au DF, celui qui sait écrire dans la communauté. Après, si on a besoin, c'est lui qui va être à l'armée. Celui qui va être je ne sais quoi. Après, s'il va là-bas, lui, il est déjà aigri. Il a déjà passé par des expériences qui l'ont amené dans des situations où il s'est senti abandonné. Et cette personne-là va simplement, avec son aigreur, il va devoir quelque chose, il va dire qu'il doit quelque chose à l'État, ou l'État lui doit quelque chose. Il va simplement réclamer, parce qu'il voit de son échec, le coupable c'est l'État. Parce que l'État ne m'a pas donné, ne m'a pas formé. Et l'État, c'est pas lui. C'est ça qu'il faut qu'on tire, parce qu'il a été formé d'une responsabilité totale à l'État. On ne sait pas que l'État, c'est le privé. L'État n'a pas une machine. Le compte de l'État, la banque de l'État, c'est les impôts, c'est les taxes que le citoyen paye. Et c'est ça qui fait fonctionner. Mais si chacun, déjà au niveau du projet de la formation et de la recherche, les États, le privé, le particulier, la diaspora, quand je parle du particulier, il y a le particulier sur le pays et les entreprises hors du pays.
Un citoyen malien, que tu sois sur le territoire malien, que tu sois hors du Mali, tu es malien. C'est ça qu'on doit savoir. Le citoyen malien, la responsabilité de notre État, indépendamment où tu es lié constitutionnellement par ton État. Aujourd'hui, moi je suis aussi au Brésil, je suis brésilien, j'ai mon passeport brésilien, mais je suis de Menaka, j'ai mon passeport malien. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit je suis très reconnaissant au Brésil, la recherche que je fais, les activités que je fais, tout ce que je fais, je mets le nom Mali, je nomme le nom Menaka. Ça, c'est des choses qu'on doit savoir. Ça, c'est ce qu'on doit savoir. Oh là, Béro, comment vas-tu, grand frère? Ça va bien? C'est un privilège, Béro, de parler avec toi. On ne doit pas s'arrêter là. Donc, on doit savoir que le financement, la recherche, elle est très importante. Elle est vitale. Un État doit investir dans la recherche. Mais l'État, c'est moi, l'État, c'est toi, l'État, c'est l'État, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Si dans chaque... On a parlé de décentralisation au Mali. La recherche peut être décentralisée, oui ou non? Non, parce qu'au Mali, on n'a pas les mêmes réalités géographiques. Comme je dis ici, Goodley et Bicklin disent que la recherche qualitative, elle va d'environnement naturel. Si on dit que non, tout le monde, chaque région du Mali va financer la recherche, il y a des régions qui ne vont pas... Je dis chez moi, au Mali, en Menaka, il n'y a pas de fleuve. On n'a pas... Il n'y en a pas. On ne peut pas me comparer Menaka à Sikasso, c'est pas possible. C'est pas possible. Menaka est une région hier. Sikasso est une région qui a tout. Elle a la CMDT. Le Mali est un des premiers pays producteurs du coton. Le deuxième ou le troisième pays producteur de l'or. Seulement ces multi firmes là, ces entreprises étrangères qui arrivent, seulement eux, si on a des bons politiques locales, seulement eux peuvent financer toute la recherche du Sikasso. Seulement la CMDT et les mines d'or, si on a une bonne politique. Mais on n'en a pas. On n'en a pas. On n'en a pas. Maintenant, ce que l'État peut faire, c'est décentraliser, aider les autres partenaires de financement extérieur à arriver, et au travers de la supervision de l'État, ces investissements peuvent aller jusqu'au niveau des régions défavorisées ou des régions qui n'ont pas les conditions environnementales. On a une financement. Bamako, la ville de Bamako peut s'autofinancer par le commerce. Les commerçants, les grandes entreprises qui sont là peuvent financer la recherche. Koulikoro, avec l'UPER de Katibougou, on a l'UPER et un centre d'application de la recherche où on peut travailler avec des domaines d'agriculture, les laboratoires de recherche régional et sub-régional et investir au niveau de cela. Mais premier, il faut compter dans notre tête que l'État est une machine, ils ont de l'argent, ils vont distribuer. Non, l'État c'est moi, c'est toi. Le fonds de l'État seulement dans les pays développés aujourd'hui, l'État ne finance pas la recherche. L'État collabore, l'État participe. Le particulier, les privés investissent. Chaque privé, si tu veux travailler dans l'agriculture, tu finances l'agriculture et les étudiants d'agriculture vont travailler en fonction de tes besoins et au travers de cela, les futurs fonctionnaires, tu vas les avoir. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a les financements étrangers qui vont venir quand ils ont intérêt. Par exemple, si la Chine a besoin de la volaille ou la Chine a besoin d'exporter la viande du Mali, donc la Chine ne va pas attendre que le Mali crée ses bovins et que les bovins grandissent, qu'on abat les bovins pour que la Chine vienne demander la viande. Non. Le contrat se signe dans l'élaboration de la recherche, la formation des professionnels. Tout cela, il va commencer à investir déjà dans ça. Il va commencer à investir de cela. Et ces politiques publiques vont s'insérer déjà dans la formation du chercheur. Et le chercheur déjà formé se forme avec une politique inclusive de l'exploitation de la viande en Chine. C'est comme ça que ça fonctionne. Et quand ça forme, il est formé déjà, il ne va pas chômer. Pourquoi? Déjà, le marché est prêt à le consommer. Il est on va avoir moins de sans-emploi. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Et d'autre côté, aussi, ce qui est très important, c'est qu'au niveau de la diaspora, la personne qui va aller en Chine, tout ce qu'il va gagner, le salaire qu'il va recevoir en Chine, là, il va construire où? Il va construire au Mali. Il va construire là-bas au Mali. La personne ne va pas construire hors du Mali, non.
La personne construit là-bas au Mali. Il faut que ça soit très clair. La personne va construire là-bas au Mali. Il faut qu'on soit très clair. La personne va construire au Mali. Il ne va pas construire hors du Mali. La personne va continuer au Mali. Il va construire là-bas au Mali. Ah, ok, pardonnez. La personne va construire au Mali. Il ne va pas construire hors de son pays. Il va construire là-bas. Donc si le pays ou si le lieu, le citoyen sort, c'est le pays qui bénéficie. Et il faut qu'on ait ça dans nos têtes. La recherche, elle est vitale. Notre vie, la vie de l'État, la souveraineté des États, l'autonomie des États, comment on appelle ça? On appelle ça en droit la légitimité. La légitimité des États dépend de la recherche. Parce que si l'État ne finance pas la recherche, les États, les gouvernants seront illégitimes. Si le gouvernement est illégitime, il perd l'autorité. Il perd constitutionnellement, il ne tient plus. Ils ne tiennent plus, ils ne tiennent plus. Voilà pourquoi tu vois, tous les pays développés, tous les pays où on se respecte, les gens ne touchent pas à la recherche. Parce que si tu touches à la recherche, tu vas partir. Parce que tu deviens inconstitutionnel. Parce que c'est la recherche qui te donne l'autonomie. C'est la recherche qui t'amène à mettre en application tes politiques publiques. C'est ça. C'est ça. Voilà pourquoi la recherche, on ne peut pas mélanger la recherche à la politique. La recherche n'a pas de corps. Elle n'a pas de politique. Elle n'a pas de frontières. Voilà pourquoi la recherche peut bénéficier même des financements de l'extérieur. Tu comprends? Pour qu'elle est universelle. C'est la science. Donc, mes frères, c'est un peu ce que je veux partir. Parce qu'à un moment, nous sommes très préoccupés. Personnellement, moi, je me pose beaucoup de questions sur cette histoire de coronavirus qui est en train de prendre le monde entier. Parce que nos États n'ont pas les conditions. Moi, j'accompagne un peu le Sénégal. J'accompagne chaque pays, journalièrement, les mobilisations internes. J'ai vu que là, au Sénégal, qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal? C'est que les gens sont en train de contribuer financièrement. Youssou N'Dour, les artistes, les partis, ils sont en train de faire des cotisations. On ne peut pas cotiser. Ça, c'est des comédies. Pour moi, c'est des comédies. C'est des comédies. La science ne se connaît pas de bonus, des offrandes. Non. La science, ce n'est pas des offrandes. C'est pas, tu vois, quelqu'un qui a faim, non. Donne un pain pour lui. C'est comme quand on est un enfant, là. Tu passes, on t'appelle, on te donne un petit pain, un gâteau, on te donne 5 francs. Ça ne te fait pas. Ça même sur place, là. Sur place, ce don que tu as reçu ne te servent pas à te satisfaire, même sur place, seul. Non. Ça, c'est des choses. On doit créer des banques de données. On doit créer un fonds de recherche. Ça, si, on doit créer un fonds de recherche. On doit créer un fonds de recherche qui va centraliser non seulement les dons qui peuvent venir, mais aussi faire des contrats avec les entreprises, avec les privés. Il faut qu'il y ait des contrats. Ces privés versent mensuellement de la valeur pour le fonds de la recherche. Il faut que cela arrive. Il faut que ces particuliers-là versent mensuellement. Il faut qu'ils versent mensuellement l'argent à la recherche, dans le fonds de la recherche. Il faut qu'il y ait des accords internationaux de la recherche. Il faut que les laboratoires de recherche africains s'associent pour l'intérêt de la science et l'intérêt de tous aux laboratoires qui font des recherches sur le monde, dans le monde, où on doit changer, au lieu de, par exemple, ce qu'on dit à la science, on n'a pas besoin d'inventer la roue. La roue est déjà inventée. Je n'ai pas besoin d'aller au Mali, on va créer un laboratoire pour penser à la roue. Non, la roue est déjà inventée, je n'ai pas besoin d'inventer. Maintenant, je veux parler avec la personne qui a inventé la roue, je vais prendre la roue qu'il a inventée, je vais communiquer avec lui, il va m'expliquer comment est-ce qu'il a inventé la roue et jusqu'où il a arrêté. Et puis moi j'utilise le produit qu'il a utilisé, au travers de ce produit, je vais prendre la roue, et de la roue, je vais faire de la roue ce que je veux. C'est comme ça. Et cela vient au travers de un intérêt, on a ce qu'on appelle, il faut qu'on aille à des relations internationales. Ok? Par exemple, aujourd'hui, moi je suis ici au Brésil, dans mon laboratoire de recherche, mais mon laboratoire de recherche reçoit des chercheurs du monde entier, de la Chine, du Japon, des États-Unis, du Canada.
Ok? C'est comme ça. On doit la mobilité. La mobilité facilite la recherche. Parce qu'on a des intérêts, on a des avantages, on a des compétences qu'on échange et on apprend. Aujourd'hui, je suis ici. Normalement, dans mon accord de recherche, par exemple, l'année prochaine, je vivrai un an au Canada, normalement. Je vais en juillet, en janvier, février, je reste là-bas jusqu'en décembre, dans un laboratoire de recherche. Mais ce laboratoire de recherche déjà travaille, ce laboratoire de recherche déjà a des accords de recherche avec mon laboratoire. Tu comprends? On a des conventions signées. C'est comme ça que ça fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, je voulais amener, j'ai pensé amener, je vais amener le professeur Tamba Doumbia, mon professeur de la recherche, Monsieur Ducot, professeur Ducot, un professeur que j'ai beaucoup aimé, qui m'a formé en sciences d'éducation. Aujourd'hui, il doit être docteur, il est docteur en sciences d'éducation. Il m'a beaucoup formé, il a insisté. Moi, je me rappelais quand j'étais à l'hôpital, à Bamako, à la soutenance, moi j'ai quitté l'hôpital Gabriel Touré directement pour soutenir. J'étais dans des conditions de santé déprimées. Tout cela, des effets, le poids de la recherche. Parce que je suis allé au-delà de ce que je pouvais faire. À l'un de faire la recherche, j'enseignais. Donc je signais, je travaille juste en salle des salles. Donc c'est quelque chose, j'ai des limites. Et c'est du coup des professeurs, des gens que je pense que si ici, en collaboration avec des laboratoires de recherche ici, on peut beaucoup apprendre. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a un critère très important d'internationalisation de la recherche. Nos universités, nos laboratoires de recherche doivent s'ouvrir pour de tels partenariats. Parce que qui va gagner, c'est les deux parties. Ce n'est pas seulement quand j'amène Duco, ce n'est pas Duco qui va recevoir. C'est le Brésil qui va gagner. C'est quand je vais là-bas au nom du Brésil, ce n'est pas moi qui va, c'est le pays qui nous reçoit qui gagne. C'est ça qu'on doit savoir. C'est ça qu'on doit faire. Aujourd'hui, le professeur Ogobara est mort. Il n'est pas. Il n'est pas. Mais c'est un homme, un génie qui a beaucoup servi au niveau de la recherche du paludisme. Il ne savait même pas qu'il y aura le coronavirus, même s'il est scientifique. Il a beaucoup cherché. Mais aujourd'hui, les États-Unis sont en train de bénéficier de ses recherches. Il est malien, avec tout orgueil, tout honneur. Ok? Donc, mes frères, nous ne voulons pas épuiser. Ok, je vais m'arrêter un peu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'accompagnent. C'est une demande du continent africain, de mes frères, de mes collègues chercheurs. Monsieur Bohena Babi, un grand frère à moi. Nous avons des relations particulières. C'est un privilège. Bohena, un grand frère, Béro. Un privilège d'avoir des gens comme toi. Tu as été quelqu'un aussi qui m'a inspiré beaucoup. Ça, je voulais dire, si je n'avais pas eu le temps de vous le dire un jour, j'attendais un jour prendre votre main et vous dire, Béro, tu m'avez beaucoup inspiré par votre militantisme. Moi, j'étais militant, j'ai beaucoup appris aussi avec vous. Ok? Au niveau du syndicalisme, j'ai beaucoup appris. Mais aussi, je suis très heureux de savoir aussi que nous avons encore des défis. Nos pères ont travaillé. J'ai un particulier pour vous parce que mon papa est ami à ton papa. Ok? Donc, je crois que notre génération, on a un grand défi. Ok? On a un grand défi. Et je suis très heureux d'avoir un bonsoir et courage. Et quand tu me dis courage, ça me viendra au cœur. Ok? Béro, au travers de toi, je salue toute la communauté de Menaka, les gens, les grands frères, la communauté de Menaka Bamako qui est très active, Souleymane Taïn, Hassei, mon oncle que j'appelle cordialement, avec chaleureusement, et notre honorable député, c'est un privilège aussi, Bajan, quelqu'un qui a une politique publique, je sais qu'il rêve de voir les jeunes de Menaka développer. Je cause beaucoup avec Al-Jouhari. Al-Jouhari, j'ai changé avec Al-Jouhari, il devait venir l'année passée. On est en train de mettre quelque chose comme ça, mais là, comme je l'ai dit, on est lié à des conditions géopolitiques. Okay? Des fois, les réalités, il faut des accords. Et maintenant, avec ces problèmes aussi de santé publique,
On est passé par un régime aussi, des changements de régime, des nouvelles politiques aussi brésiliennes. On a besoin de redéfinir ces accords et dans comment est-ce que ces accords vont se tenir. Mais dès que cela est, ce serait un grand plaisir pour nous. Qui sait recevoir une délégation de MENACA ici à São Paulo, où je suis élu. Je suis élu local à São Paulo depuis, je passe à ma seconde élection maintenant. J'ai été élu de 99 à 2000 et de 2001 à 2002. Je suis ici comme maire à la commune de São Paulo. Ok? On appelle ici un conseil, un maire. Mais maintenant, là, j'ai pu changer parce que comme j'étais élu dans un poids d'immigration, je dois représenter, on appelle ça la représentativité. Au niveau de la diaspora, je devais représenter les immigrants, la communauté de la diaspora comme chercheur. Je suis élu à São Paulo, mais maintenant, ça a changé. Comme j'ai passé la naturalisation, maintenant, je peux être élu comme aux droits égaux. On appelle ça les droits égaux. Mais pour le moment, je pense que je me prépare aussi pour une carrière politique à partir ici de São Paulo. Mais déjà, je suis très content, Vieux Béraud, pour ces mots qui me vendront au cœur. C'est un privilège pour nous. Et un jour, qui sait, nous sommes très heureux de vous recevoir ici à São Paulo par un travail, par la recherche. Pour le moment, je suis un peu pris par la recherche. Je serai ici jusqu'à l'année prochaine, en décembre. À partir de décembre, je vivrai un an au Canada et puis je reviens. Ma naturalisation est sortie le mois passé, le 10. Ce mois-ci même, le 10 mars. Et maintenant, il faut que je vois un peu comme que je vais m'organiser. Parce que je suis élu jusqu'en 2021. Mais maintenant, en 2022, on a les élections. Donc, il faut que je me prépare pour les élections aussi, si je dois rester ici pour la politique. Mais aussi, je suis en train de m'investir beaucoup dans ma carrière de chercheur à l'université. Donc, mais des deux cas, je pense qu'on a des choses à se partager. Je suis malien, moi je dis ça à l'ambassadeur, je dis ça à la communauté malienne. Je suis brésilien, mais je le sens africain, je resterai malien. La loi malienne, la constitution brésilienne me donne le droit à la double nationalité, donc j'ai gardé les deux nationalités. Et j'aurais bien souhaité recevoir des jeunes de MENACA, qui sait. On a la journée de São Paulo, on reçoit des commerçants, des échanges. Une des choses que je suis en train de penser, j'ai changé même les idées au niveau de mon université, c'est qu'au niveau de l'université de São Paulo, d'ici 2 ou 3 ans, un de mes défis, c'est de créer des partenariats d'accords académiques où je dois recevoir des professeurs, je peux recevoir des étudiants ici au niveau de l'université dans un cadre d'accords bilatéraux de recherche où les recherches seront financées par des entreprises, comme je vous l'ai dit, et où aussi le fonds de recherche peut être financé par les pays locaux, le pays du Mali ou le pays du Brésil. Par exemple, ici au Brésil, on a certains accords comme ça où la personne qui arrive, il gagne, on a deux fonds de financement, le CAPS et le CNPq. Mais pour que cela passe, il faut que la personne soit inscrite dans une institution ici sur le territoire brésilien. Mais la procédure, on peut la faire hors. Mais pour que la procédure soit hors, on doit créer un cadre juridique, un cadre administratif, ce qu'on appelle les partenaires d'accord. Par exemple, moi, je suis docteur. Il faut que j'ai un autre docteur là-bas à l'université qui a 2 laboratoires qui fonctionnent, des laboratoires de recherche qui fonctionnent. Et donc maintenant, je vais là-bas, j'invite le collègue à venir ici, on fait des accords, les 2 universités s'encontrent, le directeur s'encontre, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et maintenant, on crée la mobilité. Tous les étudiants peuvent venir quand ils veulent, comme ils veulent. On peut faire des recherches. Vous pouvez recevoir des étudiants là-bas aussi. Une chose aussi qu'on peut travailler au travers de MENACA, mais ça aussi qui m'a beaucoup bloqué, c'est au niveau de la sécurité. Parce que, infelizmente, j'aime beaucoup MENACA, mais on a découvert qu'on a un petit problème de sécurité. Donc, comme on est dans une zone rouge, c'est créer des jumelanges au niveau politique. Moi, je parle de la recherche, ça c'est au niveau scientifique, mais je suis politique, je suis élu local ici à São Paulo. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de la politique? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut créer des échanges
socio-culturels, sociopolitiques, des échanges culturels. Okay? Au niveau de la culture, elle est très riche, la culture malienne. Je me rappelle, on a réussi ici le musicien Amadou et Mariam Doumbia. Amadou et Mariam Doumbia. Amadou et Mariam Doumbia sont des musiciens maliens. Ils sont venus ici, ils ont été invités, ils ont chanté ici au niveau de la semaine de la francophonie, mais aussi ils profitent aussi pour visiter toutes les régions du Brésil avec un accord avec l'Alliance française, l'ambassade de la France, de la francophonie. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être un peu pensées dans ce domaine. Ok? Donc, grand frère, c'est un privilège de t'avoir, de parler avec toi, d'avoir ton bonsoir. Je suis très, très, très aimé pour ça. Donc, c'est un peu ça. On est un peu dans un... Donc, n'oubliez pas, les seules choses, je vais donner quelques orientations sur le coronavirus. Le premier, c'est l'hygiénisation, ok? On ne peut pas utiliser sans l'alcool, c'est pas n'importe quel alcool. Utilisez l'alcool 70, ok? 70 degrés, parce que l'alcool jusqu'à 70 degrés, il tue les microbes. Si c'est pas 70, ça ne sert à rien, ok? Évitez la contamination, les mains. On est d'une culture africaine où on se donne la main, on s'embrasse, on arrête ici. Ici, chez nous, comment on est arrêté? Ici au Brésil, même l'université, tout le monde travaille chez lui. Et moi, je suis ici chez moi dans mon salon. Et d'ici, moi, je travaille. Je n'ai pas de contact avec l'extérieur, ok? On ne peut pas, pour que je ne peux pas prendre, je ne peux pas aussi, je ne sais pas si j'en ai. Donc, c'est un peu ça. Une chose aussi qui est très importante, c'est au niveau des rencontres globales. S'il y a beaucoup d'encontres, plus de 30 personnes, 20 personnes, ça, c'est éviter l'agglomération. Éviter les points sensibles. Les aéroports, les bus, par exemple, les églises, les mosquées. Il faut éviter. Pour le moment, je ne sais pas comment est-ce que le Mali va travailler cela, mais chez nous ici, on a tout fermé. Toutes les mosquées, toutes les églises, tout est fermé. Tous les actes se font à partir via Internet. Jusqu'à ce que... ça, c'est des pays développés qui ont tout dans la recherche, mais ils sont en train de faire cela pour un intérêt de la Constitution. Parce que s'ils font pas cela, l'État va devenir illégitime. Parce que l'État va faillir à ce qu'on appelle dans le droit une des garanties de la Constitution, garantir la sécurité et la santé. Donc si l'État laisse tout le monde faire ce qu'il veut, et l'État serait responsable. Et le gouvernement va quitter parce que c'est illégitime. Ça, c'est le fonctionnement d'un État démocratique. Donc le Mali ou les pays africains ne doivent pas laisser les touristes rentrer, des gens rentrer, non, mettez les gens sous quarantaine. Moi, je vis hier sur l'Internet un avion en train de quitter la France pour le Mali. Ça ne se fait pas. On ne sait pas, la France déjà est contaminée. On ne sait pas qui est dedans. Qui est dedans, on ne sait pas. Maintenant, ce qu'il faut faire aussi, c'est de créer des mécanismes. Où est-ce qu'on va interner les gens? On a un lieu pour ça? Non. On a des professionnels pour ça? Non. Ça, c'est des faiblesses de la science. Parce que les gens n'ont pas pensé cela avant. Ça, c'est le bénéfice de la recherche. Quand ils pensent à la recherche fait tout cela avant. Elle prépare un environnement serein. Les gens sont bien protégés et tout fonctionne bien. OK? Donc, je vous aime bien. Et que Dieu vous bénisse. Ok? Quotidiennement, aujourd'hui, j'ai parlé de ça. Un jour, je suis en train de préparer ma page de recherche. Donc, je vais vous envoyer quotidiennement, séminalement, je vais envoyer des vidéos où je vais parler sur comment faire la recherche, comment financer la recherche. Je sais qu'une question que beaucoup de gens me posent. Comment est-ce que moi, je vais aller faire mon master? Je reçois beaucoup d'emails. Je vais aller faire mon doctorat, je n'ai pas l'argent. Comment je vais aller étudier aux États-Unis? Comment je vais étudier en France? Il y a les mécanismes simples. Maintenant, les gens font la forme mal. On pense que c'est impossible. Tout est possible. C'est possible. Mais il faut faire directement comme ça doit se faire. Donc, comme spécialiste en sciences d'éducation, aujourd'hui je suis chercheur. Aujourd'hui, je travaille dans le domaine de la formation de professeurs au niveau de l'académique. Donc, je vais envoyer des vidéos où je vais parler sur certains passes à faire, les pas à faire pour entrer dans un domaine de la recherche internationale, de la co-tutelle. La co-tutelle, c'est quoi? C'est quand tu t'inscris dans 2 universités et tu as les 2 diplômes au moment. Par exemple, un étudiant qui est à Bamako, il est en train de faire la flash, ou il est en train de faire les sciences juridiques, ou il est en train de faire la médecine. Il peut s'inscrire aussi au Brésil, ou aux États-Unis, au Canada, dans n'importe quelle université, il va s'inscrire, il va faire les mêmes procédures. Et qu'est-ce qui se passe? Il est obligé de diviser les temps qu'il fait. Si peut-être le droit, c'est 4 ans. C'est 4 ans. Donc il va faire 2 ans là-bas à la flash ou à la FAST.
Après, il vient faire 2 ans ici. Donc, ça dépend de comment il va être. Tout va être écrit. Ça dépend de comment le projet fonctionne. Il y a aussi des gens qui appellent les bourses champ-douche. Champ-douche, c'est quoi? Bon, moi, je fais mon cours ici. Il y a quelqu'un qui est en train d'étudier qui veut passer 6 mois. J'envoie un étudiant pour aller à Bamako, à la Flash. Il va faire un trimestre là. Donc, on l'envoie les étudiants, ils vont accompagner les cours là-bas à la Flash, un semestre en sciences d'éducation, ou bien en géographie, en droit, en médecine, indépendamment de la formation. Ils vont au Mali, ils vont rester un semestre dans l'université, ils étudient, après un semestre, ils reviennent. Ils n'ont pas fait tous les cours là-bas, ils n'ont pas fait les 4, c'est qu'ils ont fait seulement un semestre ou bien 1 an. Donc, quand ils reviennent, dans leur diplôme ici, on va mettre les disciplines qu'ils ont fait là-bas au Mali. C'est comme ça que ça va. Ils vont faire les devoirs, ils vont faire des épreuves, ils vont avoir la note là du Mali, ils amènent ici, on joue avec ça. Comme aussi un étudiant malien peut venir ici. Il peut venir ici dans le projet Champ-douche ou il peut venir dans le programme de Cotitel. S'il vient dans le programme Champ-douche, c'est une partie de sa formation. Ou automatiquement, il vient dans un projet intégral de convention. Qu'est-ce qui se passe? On a une convention pour recevoir des étudiants pour 4 ans à la faculté de l'éducation. Où j'ai des étudiants qui vont venir pour 4 ans pour le droit. Donc la personne quitte le bac au niveau de l'université déjà, il a le bac, il va venir ici étudier. Non, la personne a la maîtrise, il a fait sa maîtrise, il va venir ici faire le master, il va faire le doctorat. Donc ça aussi, il n'y a pas de problème. Tu viens, tu restes tout le parcours. Mais on a un problème de langue et de culture au Mali. Si tu viens ici, par exemple, le cas du Brésil et certains pays comme les États-Unis, au Canada, ils acceptent le français et l'anglais, il n'y a pas de problème. Donc, dépendant du pays que tu viens, il faut que tu vois si tes diplômes, si la langue que tu parles, tu n'es pas obligé à te soumettre à un cours de langue. Par exemple, au Brésil, tu es obligé de passer par un cours de langue portugaise. Et tu dois faire une épreuve. Tu viens ici, l'université va te donner un temps. Dans ce temps-là, tu vas apprendre la langue, tu vas apprendre la culture. Et si tu passes dans cette épreuve-là, là, tu as droit à t'inscrire. Et tu as tous les bénéfices liés à cela. Mais premier, il faut que tu parles la langue. Si tu ne parles pas la langue, tu ne peux pas étudier parce que les cours sont dispensés en portugais. C'est comme aussi aux États-Unis, l'anglais est inévitable. Tu veux venir étudier, il faut que tu parles l'anglais. Ok? Donc, c'est un peu des choses comme ça. Donc, je peux parler aussi sur les professeurs invités. Les professeurs invités, c'est des contrats. Le professeur reçoit une invitation, il vient, il donne une discipline, ou il vient pour un temps, on appelle ça les professeurs invités. Donc, quotidiennement, je peux amener des professeurs invités là-bas. J'ai déjà des professeurs qui sont prêts, j'ai des étudiants qui sont prêts pour partir. On est en train de voir comment est-ce qu'on va préparer cela quotidiennement. Donc, je crois que c'est bon. Maintenant, je suis un peu à la maison, je crois que je travaille un peu, jusqu'à la quarantaine, on travaille ici. Donc, on va travailler sur ces domaines-là, où on va travailler sur les professeurs invités, où je peux recevoir un professeur ici, il est invité, une université peut prendre un professeur tous les ans, il vient, il donne mes disciplines, il retourne. Ou aussi, je peux amener un professeur d'ici là-bas, qui va donner des cours, et le professeur c'est un professeur invité. Comme moi, je peux être un professeur invité, ou también aussi, je peux recevoir un professeur invité. Donc, on appelle ça aussi les professeurs invités. Il y a aussi les conventions entre les facultés. Par exemple, la même faculté, on n'a pas besoin que l'étudiant, c'est les facultés qui font les conventions. Et les facultés, tous les étudiants ont le droit, une fois que tu as la faculté de la Flash, l'ENI, la science d'éducation, l'EIG, donc tous les étudiants ont le même droit. Donc tous bénéficient, une fois que tu es matriculé dans l'université, tu as les bénéfices ici. Ici aussi, on a les bénéfices là-bas. Donc ça, c'est des choses que je veux travailler dans mes vidéos prochaines. On va travailler, et les questions aussi que je vais recevoir, des gens qui m'écrivent, je vais les transformer en contenu, et dans les contenus, je fais les vidéos. L'année prochaine, au niveau de l'Université du Québec, à Montréal, on a des problèmes. Pourquoi? Parce que on veut recevoir aussi, on a beaucoup de Maliens qui sont en train d'arriver. Ils arrivent dans le domaine de... comment on appelle, la délocalisation. Les camps de réfugiés maliens qui sont au Niger ont été délocalisés de l'Afrique pour l'Europe. D'autres sont partis au Canada. Et ces enfants, ces personnes n'arrivent pas, on est en train de les préparer pour leur intégration. Et ma recherche, comme je travaille sur la diaspora, sur la recherche, les Maliens de l'extérieur,
Donc, on est en train de travailler sur les enfants d'immigrants. Donc, mon travail de recherche, je travaille sur l'internationalisation. Donc, je vais travailler là un temps et je vais voir aussi comment est-ce que nous pouvons faciliter la vie de ces personnes-là qui sont en train d'être délocalisées du continent africain et surtout en particulier des camps de réfugiés maliens pour l'Europe ou le Canada. Et notre travail de recherche va servir aux États qui veulent accueillir les Maliens en situation de refuge, que ces États aient les conditions de connaître quels sont ces Maliens, quelle est leur culture, quelle est leur histoire, quel est leur parcours pour qu'ils puissent être respectés dans les pays qui les reçoivent. Donc c'est un peu ça notre travail. Donc je vous remercie. J'espère qu'on a passé un bon moment. Ça me fait aussi de l'exercice. Vous m'excusez. Le français, c'est ma langue de culture. Je l'aime bien. Mais maintenant, on a ce qu'on appelle l'interférence linguistique. Quand tu travailles dans la recherche, si je parle plusieurs langues, donc des fois, on perd le temps. Ok? Mais il n'y a pas de problème. C'est un exercice très bon pour moi. Émotionnellement, sur le plan affectif, je me sens encore plus moi-même quand je parle le français. Indépendamment que les gens ne veulent pas entendre, la France n'a pas le français. Le français est une langue commune de l'espace de la francophonie. Et la francophonie est née sur le continent africain. Ok? Donc la France n'est pas la francophonie. La francophonie n'est pas née en France. La francophonie est née au Niger, en terre africaine. Le premier président de la francophonie est un Africain. Elle a l'idée, elle est née, l'idée de la francophonie, d'une langue commune, une histoire commune, une culture commune, ça est né sur le continent africain et au Niger. Qui dit le Niger dit le Mali. Donc je me sens très à l'aise quand je parle français. Des fois, ça me manque. Mais c'est la réalité aussi qui nous amène à là. Quand on est chercheur, le chercheur n'a pas de toit, il n'a pas de maison, il n'a pas de culture. Et des fois aussi, on peut être mal interprété par certaines personnes qui disent, bon, pourquoi tu écris beaucoup en portugais, nous on n'entend pas le portugais. Bon, c'est pas que j'écris en portugais. Je ne sais pas que je parle le portugais. Je suis contraint de parler le portugais. Je suis obligé de parler le portugais parce que je suis dans un espace de recherche et la langue officielle est le portugais. Infelicement, c'est la réalité. C'est comme si je vais au Mali, Brésilien qui va au Mali, il est obligé d'écrire en français, il est obligé de parler en français. Mais c'est un peu ça, mais je suis moi-même. Donc, comme je le dis, je suis en train de... J'ai demandé à quelqu'un de me faire une page. Ok, je vais mettre toutes les vidéos, les YouTube, qui vont aller dans ce domaine, la recherche, l'université, la recherche, l'académie. Si un étudiant est au Mali, il a fait le master, le doctorat, des orientations en sciences de l'éducation, en recherche scientifique, des étudiants sur la mobilité. Donc, nous sommes à disposition. C'est pas facile, parce que des fois on est interprété et des fois on est face à des critiques, mais ça aussi ça fait partie. Le chercheur n'a pas de position, je suis là pour plaire à quelqu'un. On a que l'éthique qui nous guide. Notre éthique c'est quoi? C'est dire, interpréter les faits en fonction des théories et des doctrines que nous croyons. C'est un peu ça. Donc, que Dieu vous bénisse, et bonsoir à tous, et que Dieu bénisse l'Afrique, et que Dieu bénisse les pays développés, que Dieu bénisse les pays en voie de développement, et en particulier le Mali, et que Dieu bénisse le Brésil, ma seconde patrie. Mais nous pensons aussi que ce moment de coronavirus, c'est un temps qui va passer. Mais aujourd'hui, il y a un problème sérieux. On ne doit pas le négliger. C'est un problème sérieux, qu'on appelle ça un problème sérieux, parce que ça tue. Ce qui tue, c'est que c'est sérieux. Okay? Donc, le premier soin que nous avons contre le coronavirus, c'est l'hygiène. Okay? L'hygiène, éviter les mouvements. Et les personnes vulnérables, c'est les personnes âgées,
les personnes avec le diabète, les immunités baches, la tuberculose, c'est des personnes vulnérables. Les personnes vulnérables doivent être isolées, ils doivent être protégées. Les personnes âgées, les personnes qui ont le diabète, c'est des personnes sensibles, il faut les éviter, il faut faire attention, il faut les protéger. Les écoles, dépendant des pays, il faut faire attention. L'alcool, il faut travailler avec l'alcool, laisser les portes et les fenêtres ouvertes, éviter les voyages maintenant, ok, éviter les voyages maintenant, les voyages internationaux, surtout les pays contaminés ou les pays où on a des cas graves de contamination, éviter cela pour le moment. Cela peut aider un peu à freiner l'avance de ce fléau. Ok? Que Dieu vous bénisse et un bonsoir à tous.